Voilà. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir Patrick. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois pour ce sujet qui, pour moi, reste encore un peu mystérieux. J'ai essayé de te demander si tu pouvais le résumer en 2 phrases. Tu m'as dit que c'était pas possible, donc je ne réitère pas cet exercice et je te donne la parole pour nous le présenter, en développer. Oui, bonsoir les amis. Déjà, dans un premier temps, ce que je vais évoquer, c'est aujourd'hui un témoignage. Donc, du coup, je demande à personne d'y croire, évidemment, de prendre ce qui va résonner. C'est ça qui va compter surtout pour que ça puisse faire son chemin éventuellement chez vous. Parce qu'on est dans une période, vous le savez, de chaos au niveau sociétal. On y est maintenant bien les pieds dedans. Et puis, ben, dans cette période-là, de plus en plus de personnes se posent vraiment la question de pouvoir aller vers leur véritable bien-être et de pouvoir pratiquer des arts qui soient des arts sacrés. Alors, comme c'est le domaine véritablement des philosophes de la Grèce ancienne, hein, donc, puisque je reprends la suite de l'école pythagoricienne depuis déjà quelques années, eh bien, on va aborder ensemble, si vous voulez bien, et puis avec vos interactions, vos questions, parce que je souhaite qu'aujourd'hui, ça soit aussi vivant pour ça, ce qu'est véritablement le bien-être, parce que c'est un terme très générique dans lequel on peut aussi retrouver des choses qui sont un peu fourre-tout. Et j'aimerais clarifier les choses d'entrée de jeu, en fait, hein, sur ces notions-là. Voilà, donc je vais commencer justement par l'aspect du bien-être en premier, avant de parler de l'art de vivre sacré. Dans le bien-être, il y a vraiment bien et il y a être. Ce sont deux mots qui ont vraiment leur racine propre. Le bien avec le beau, le bon, c'est quelque chose, c'est comme un rivage, si vous voulez, qui est installé bien au-delà de nous, être humain, qui nous est transcendant quelque part et que nous avons à aller chercher, hein, ce rivage. C'est pas quelque chose qui va dépendre de notre personnalité, qui va dépendre de nos pensées, de nos sentiments ou de notre volonté, en fait. C'est vraiment pas quelque chose, l'histoire me le montre, qui est l'histoire de la pratique et de l'accompagnement, hein, qui est le mien depuis plus de 21 ans. C'est une histoire qui va concerner vraiment notre transcendance. Donc le beau, le bien, le bon. Déjà, c'est une valeur centrale. Et puis, donc, c'est pas le mieux être, c'est le bien-être, hein, dans l'histoire. Parce que aller un tant soit peu mieux, ça ne va pas suffire pour aller vers le bien. Et on va même se rendre compte à un moment donné que ça peut être antinomique. Et puis, il y a le verbe être, évidemment. Et le verbe être, qui est employé évidemment à toutes les sauces dans notre société, il revêt quelque chose de particulier, c'est de toucher cette dimension qui est là avant nous, avant notre incarnation. Il y a déjà l'être qui est là. L'histoire de ces dernières années avec les amis qui sont venus me voir, hein, je parle en milliers de personnes, hein, pour faire simple, me montre que toucher l'être, ça demande d'aller se relier à une trinité divine, comme c'est évoqué dans notre tradition chrétienne. Une trinité divine, alors chez nous, on peut la nommer Père, Fils, Mère, ou Père, Fils, Saint-Esprit, si vous voulez. Dans d'autres traditions, ça peut s'appeler autrement, mais on va retrouver ces dimensions fondamentales qui font l'être avant même qu'il s'incarne. En ce sens, ben, je suis en train de poser finalement comme un premier presque postulat devant vous, hein, puisque ça peut sembler étrange pour vous, mais que l'être préexiste finalement à son incarnation, à son existence en tant que personnalité. Ce que la physique nous décrit bien avec les champs d'Émile Pinel et de Jacqueline Bousquet, sa collaboratrice, hein, les champs H2, H0, H1 et H3, on va y revenir. Elle nous montre que ben, quand on a un champ de l'âme qui vient de cette dimension qui a une part d'éternité, hein, si vous voulez, et qui vient s'incarner dans un corps matière, qui est ce champ H1, le champ du corps d'un individu, eh bien, ça va générer ensuite, dans cette vie-là, un champ de personnalité. Et très souvent, les amis n'ont pas la notion
qui a trois aspects finalement en nous, une dimension préexistante éternelle, une dimension du corps physique avec son côté mortel, bien sûr, et une dimension de personnalité. Et très souvent, le bien-être est assimilé à regarder les aspects de la personnalité. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le bien-être ne se touche qu'à partir du moment où vous touchez cette transcendance, où vous touchez cet aspect divin trinitaire. C'est pour ça que la souveraineté, la notion de souveraineté, dont j'avais parlé dans une précédente vidéo et émission dans le cadre de l'Observatoire du réel, elle est centrale. C'est quelqu'un qui veut véritablement être sur le bien-être a besoin, c'est équivalent, d'être souverain. Souverain dans sa dimension divine trinitaire. Alors, je vais la détailler un petit peu plus, cette dimension. Nous sommes, c'est l'expérience qui me le montre, hein, chacun avec une âme qui, dans cet espace, va être incarnée donc, dans un corps, mettons, masculin, et puis avec un double qui est de polarité opposée. Donc, si vous êtes homme, vous avez une polarité de double qui est féminine. Ça, c'est le côté mère, le côté d'un buisson de lumière qu'on projetterait sur un écran de cinéma, si vous voulez. Et puis, il y a besoin, puisqu'on est composé comme un hologramme, de faire comme au cinéma, c'est-à-dire de se retourner vers le projecteur et de regarder quelle est la source et quelle est l'image en question, hein, qui va être projetée sur l'écran. Ces deux autres notions, que sont le Fils et le Père, dans la Trinité divine. Le Fils, c'est un Fils créateur-bâtisseur, que l'on a tous et qui est, là aussi l'expérience d'accompagnement me le montre depuis toutes ces années, qui est personnel à chacun. Il n'y a pas une notion de fils créateur unique à tout le monde. Quand on aborde la notion dans la chrétienté de Jésus et qu'on lui fait jouer ce rôle générique, commun à tous, c'est pas exact. Puisque la traduction même en hébreu de Yeshua, c'est un trajet d'énergie, hein, Yodeshin Vav A, un trajet d'énergie qui amène finalement à toucher cet espace du bâtisseur. Et un bâtisseur qui est donc différent selon chaque être. Donc nous avons chacun un créateur, bâtisseur, comme on construirait une maison si vous voulez. Hein. Ça c'est le Fils, c'est le deuxième état après la mère. Et évidemment, en amont, il y a le Père. Et le Père, c'est plus un architecte, un créateur architecte, qui nous est là aussi personnel. L'histoire d'accompagnement de toutes ces années me le montre. Chacun a son architecte. Ce n'est pas un architecte divin qu'on pourrait appeler Dieu et Dieu pour tout le monde. Vous le savez très bien, depuis des millénaires, il n'y a eu que des guerres de religion, justement, avec des notions de Dieu uniques dans chacune des traditions, alors qu'en fait, la réalité nous montre qu'on a chacun un architecte et chacun un bâtisseur. Et cette trinité divine, elle va finalement s'exercer sous trois aspects. Trois aspects que j'avais évoqués quand j'ai parlé de la souveraineté précédemment. L'architecte, c'est vraiment pour programmer un futur, pour créer. C'est une création, finalement, une création qui va être nouvelle. Ce n'est pas une création qui sera la répétition, une créativité. On va voir vraiment que là est la notion d'art sacré. Quand on touche l'architecte, quand chacun touche cet architecte, eh bien, il a la possibilité de créer du nouveau, du neuf, à la façon d'un Bach, d'un Léonard de Vinci, d'un Mozart, par exemple, de pouvoir incarner ces projets futurs, de les préparer, et donc créer. Et le rapport au futur, ça, c'est la base de l'architecte, du Père, de cette Trinité. Pour le Fils, c'est beaucoup plus la connaissance, c'est beaucoup plus tout ce qui est les acquis du passé. Et encore une fois, les acquis positifs du passé. Parce que la pensée, hein, qui fait partie de la personnalité, n'est pas la connaissance. Pensée et connaissance sont deux univers finalement différents, et voire même disjoints, qui ne se rencontrent pas. La pensée, on va le voir, elle est inclue dans
dans tout ce qu'on peut trouver comme schéma de fonctionnement dans notre société, dans les concepts qu'il y a, dans les modèles du monde qu'on va trouver dans notre société. La connaissance, ça sera une fois qu'on va éprouver ces différents schémas de pensée, eh bien certains vont être connus comme une vérité. Connus comme une vérité, ça veut dire que de manière indissociable, associé au Fils créateur bâtisseur, il y a la notion de connaissance, il y a la notion de vérité venant du passé. Donc le futur pour l'architecte, le passé pour le bâtisseur, et pour la partie mère, le buisson de lumière de notre création, eh bien celui-là, ce double qui est à l'intérieur de nous, lui, il est venu pour aimer. Il est venu pour aimer, et dans l'instant présent. Donc ça nous relie finalement à 3 temps, cette Trinité divine. Et cette Trinité divine, elle est là avant que notre corps soit créé. Avant même qu'un fœtus se génère en vie fœtale, nous sommes déjà existants à ce niveau-là. Alors je sais que c'est renversant, forcément, ce que je dis. Oui, moi je t'inviterai volontiers à essayer de préciser un peu, donc tu viens de le faire, mais sur la base de quoi tu peux affirmer ça? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui te connaissent ici, mais il y en a d'autres pour lesquelles ça n'est pas le cas. Buisson de lumière, Trinité divine, on a l'habitude de la Trinité telle qu'elle est véhiculée par l'Église. Donc c'est sans doute pas tout à fait ça, mais est-ce que tu peux préciser, parce que là Oui. tu affirmes des choses, mais ça vient d'où ces affirmations? C'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si on prend la tradition catholique, on nous parle du mystère de la Trinité divine comme un mystère qu'on ne pourrait jamais explorer. Or, en accompagnement au quotidien, l'accompagnement philosophique, de la façon initiatique pythagoricienne, je fais vivre à chaque personne le fait de toucher cette Trinité. Donc c'est concret, c'est très concret. Chaque personne va aller se rendre compte de quel est son double, quel est son architecte, quel est son bâtisseur, D'accord. quel est son père, son fils et sa mère, en fait. Et toute personne y parvient? C'est donné à tout le monde? Ou il y en a Oui. qui échouent? Moi, le plus petit que j'ai amené il y a quelques jours, il avait 6 ans. Donc, Alors, on se doute que les plus jeunes. 6 ans, c'est pas très haut. Oui, mais on imagine volontiers que les plus jeunes sont justement ceux avec lesquels c'est le plus facile, parce que ceux qui sont les moins C'est pas dévoyés faux. et les moins abîmés. Mais chez les autres, chez les adultes, est-ce que, entre guillemets, ça marche à tous les coups, et quels sont les changements qui en résultent? Voilà, donc cette question en génère une autre. À partir du moment où on a défini ce rivage du bien-être, il faut regarder d'où on part. Et en fait, on part d'un mal-être qui s'est installé. Et effectivement, dans une vie d'une personne plus âgée, le mal-être est peut-être là depuis pas mal d'années. Auquel cas, il va falloir en premier, et c'est ça l'initiation philosophique, commencer par enlever des couches, des manteaux de ce mal-être pour aller vers le bien-être. À partir du moment où on a déjà une notion de la destination, qui est une part d'éternité, on voit à ce moment-là toute l'inutilité, le côté désuet du concept, par exemple, du transhumanisme 2.0, qui cherche à, par exemple, créer un être, qui a la prétention de créer un être divin, alors que nous le sommes déjà fondamentalement par essence. Donc, il s'agit de retrouver ce rivage-là, et seulement pour retrouver ce rivage-là, eh bien, c'est là que les champs de personnalité vont être perturbateurs dans l'histoire. Un enfant, quand il est tout petit, il se développe en premier au niveau de sa pensée, et il est tout dans sa tête au début. Et donc, il est là, dans sa tête, avec comme base de données, c'est le cerveau, en fait. Et donc, il va commencer à incarner son corps. Vous savez, les enfants, quand ils sont tout petits, ils sont complètement dans leur tête, ils ne sont pas encore descendus dans leur corps. L'étape d'après, l'enfant va descendre dans son corps et jusque dans son ventre, où là, il y a une deuxième base de données émotionnelle qui est en nous. Et là, il va faire l'expérience des sentiments, des émotions premières, en particulier que sont les peurs. Et donc ça, c'est le deuxième aspect de personnalité qu'il va traverser, l'être humain. Et le troisième, c'est la volonté, c'est-à-dire des émotions secondes qui vont générer un moteur d'action.
Et là, l'être humain, au fur et à mesure, il est descendu donc de la tête, ensuite vers le corps, et ensuite vers ses membres. Et il va commencer à bouger, à se déployer dans l'espace, tout petit, l'enfant. Et là, c'est à partir de son cœur, hein, du cœur il y a la commande jusqu'aux membres. Donc, c'est la troisième base de données, en fait, si vous voulez, que l'on va déployer en termes de personnalité de ce champ qui est appelé le champ H3 dérivé, hein, d'Émile Pinel, alors que le champ de l'âme est déjà là, hein, ce champ créateur, il est déjà là, et que le corps, lui, il se développe en vie fœtale. D'accord. Alors, tu parles de ces champs H1, H3. Tu vas développer, autrement, est-ce que tu peux expliciter un peu plus? Parce que j'imagine que pour ceux qui découvrent ça pour la première fois, c'est Oui. peu compréhensible. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette manière avec laquelle Émile Pinel et Jacqueline Bousquet ont décrit ces champs, c'est une manière de séparer finalement trois parties bien distinctes chez un être humain. Cette part d'éternité dont j'ai parlé avec l'aspect trinitaire, cette part ensuite du corps physique qui lui est mortel. Et quand ces deux champs rentrent en interaction, hein, qui sont en sens opposé, ça génère un troisième champ à lui, qui est le champ de la personnalité, qui lui est valable qu'en cette vie, et qui comprend évidemment la somme de nos comportements, de nos pensées, de nos émotions, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, Ouais, en sur fait, pensée, sentiments et volonté. c'est le croisement, la synthèse ou le mélange des informations qui viennent du haut et de celles qui viennent du bas. Oui, et donc ça va générer, par l'interaction de l'incarnation, ça va générer ce rapport et mettre en route finalement trois bases de données en nous, une base de données au niveau du cerveau, une base de données au niveau du ventre pour les émotions, et une base de données au niveau du cœur pour la volonté et les émotions secondes. Ce qui fait que c'est intéressant quand on fait le rapport à l'eau et à l'eau vivante, puisque vous savez que j'ai écrit un ouvrage par rapport à l'eau et qui est matrice de la vie, miroir de la conscience. Marc-Henri, qui a fait des études pour mesurer la taille de ces bases de données, il est très clair. Il dit que, par exemple, un cerveau, ça a une taille de 25 000 gigaoctets. Pour vous donner une idée. Quand au niveau du ventre, notre cerveau émotionnel, lui, il fait 5 millions de gigaoctets. Donc, c'est déjà 20 fois plus, quoi. 20 fois plus. Et quand notre cerveau, j'ai dit, et notre ventre, le troisième, c'est le cœur. Le cœur, il fait 40 000 gigaoctets, c'est-à-dire une fois et demi le cerveau, à peu près. Alors, quand on compare en 2014 ce qu'est l'Internet mondial, c'est 64 milliards de gigaoctets. Donc, on a 25 000, 5 millions et 40 000. Et puis, 64 milliards, c'est pour l'Internet. Mais notre être en lui-même, qui lui est fait de cette eau vivante, qui est lui complètement dans nos cellules, donc l'eau vivante cellulaire, Marc-Henri nous dit que là, le stockage, il est de 1 milliard de gigaoctets. Donc 1 milliard de gigaoctets, c'est-à-dire que l'Internet mondial a 64 milliards, 1 milliard de milliards, ça veut dire que l'être humain, dans sa dimension trinitaire, il a une base de données qui est largement plus grande. Je dis ça en termes de base de données exprès parce qu'en ce moment, dans la version du transhumanisme 2.0, vous avez des gens qui ont l'idée de pouvoir nous greffer des choses au niveau de notre cerveau, de ne pouvoir agir sur nos émotions, au niveau de notre ventre, de pouvoir agir au niveau de notre corps en lui donnant des capacités augmentées, mais ils ne font qu'augmenter du 40 000 gigaoctets. On est dans des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Ils seront toujours très très loin, c'est un champ de personnalité, ils seront toujours très très loin de pouvoir rivaliser avec ce qu'est l'être en lui-même, l'être avant qu'il s'incarne, dans sa dimension fondamentale. Ça veut dire que le premier travail en philosophie, c'est ce dépouillement, c'est de se dépouiller de toutes ces pensées et de ces mots qui ont été inculqués de travers. Donc ça, c'est le premier travail. Il y a un travail sur les émotions et un travail sur les comportements. Un travail sur ces trois aspects. On a dans ces trois aspects, finalement, trois tendances qu'on retrouve dans notre société
dans des grands courants qui ont été appelés philosophiques à tort, hein. C'est-à-dire que Descartes, qui nous disait « je pense, donc je suis », il s'occupait que de la tête et du cerveau, en fait, dans l'histoire, que de la pensée, du côté rationaliste, une intelligence de la pensée et des mots. Rousseau, c'est « je sens, donc je suis », ça va être la sensiblerie et ça va être vraiment les émotions, les sentiments, et on a une société qui petit à petit est devenue, est passée dans cette dictature de cette sensiblerie. Et puis on a le troisième aspect qui est aujourd'hui très présent sur la volonté, qui est le volontarisme du surhomme, celui qu'on cherche justement à rendre transhumain, et de cet homme qui se veut Dieu, qui se compare à Dieu. Et donc là, quand on a ça, on a tout le rapport à Nietzsche, en fait, hein, puisque ces trois pseudo-philosophes, hein, je suis obligé de dire pseudo puisque ça ne touche pas la philosophie, on touche les champs de personnalité, on touche la pensée, on touche les émotions ou les sentiments, on touche la volonté, mais on ne touche pas l'être, en fait, là-dedans. Or, comme la philosophie veut dire ami de la sagesse, veut dire toucher ce logos, cette part de transcendance, vous voyez bien que l'univers de ces philosophes est disjoint, ne touche pas, en tout cas, ne va pas dans ces champs-là. C'est pour ça que nous, pythagoriciens, nous ne pouvons pas les considérer comme philosophes de ce point de vue-là. Ok, donc juste pour faire une petite pause, tu as dit que en fait le bien-être, c'était une fois qu'on avait retiré toutes les carapaces et qu'on avait fait le lien entre ces trois champs, et donc toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont enlevé les couches apprises, qui les ont perturbées et qui en même temps ont fait cette rencontre et ce lien intérieur avec l'architecte, le créateur, leur double masculin ou féminin, du coup, elles sont en état de bien-être. Du coup, elles sont en possibilité, effectivement, de pouvoir toucher cette verticale du bien-être que l'on peut aussi relier au mot spiritualité, c'est-à-dire de franchir un certain nombre d'étapes qui vont les relier à cette trinité. Mais déjà, il faut commencer par ce dépouillement. Et ce dépouillement, nous, on le fait au travers d'un massage spécifique, qui est un massage de type neuro-endocrinologique, hein, qui fait que par la manifestation du souffle de l'Esprit Saint, les charges de ces carapaces que les êtres ont pris dans leur vie vont traverser, ici mon corps, par exemple, hein, ou pareil pour mes élèves, vont traverser le corps et vont partir en terre. Alors, ça va concerner des jugements qu'on a pu prendre des autres, ça va concerner des modèles du monde qu'on a pu prendre des autres, ça va concerner trois types de peurs qu'on a pu prendre des autres, hein, qui sont les peurs fondamentales. Donc, ça va concerner essentiellement ça, et puis des projections d'énergie sur ces trois thèmes. Donc, tout ça, ce sont finalement des champs électromagnétiques qui viennent nous encombrer, des carapaces électromagnétiques. Et il n'y a pas de technique aujourd'hui, hormis celle que nous manifestons là, dans le champ du corporel, en tout cas dans les massages, chez les kinés, les ostéos, les fasciathérapeutes, les différents thérapeutes énergéticiens. Je n'ai pas encore rencontré ces champs-là d'expérience qui visent finalement à ce dépouillement, à cette circoncision en esprit, comme c'était appelé dans l'évangile de Thomas, le premier de tous les évangiles, écrit entre 19 et 36 après Jésus-Christ, où ça parlait de se défaire de cette ancienne peau. D'accord. Et quand cette peau est tombée, à ce moment-là, la verticale peut naître. Et cette verticale passe systématiquement par cinq étapes. Et uniquement 5, et toujours 5. Et c'est ça que nous faisons vivre à chaque personne, finalement, et c'est individuel. Hein, c'est une œuvre intérieure qui est là, ce n'est pas du tout un travail mental. La philosophie n'est pas du tout un travail mental, à son origine en tout cas. Donc, en premier, il s'agit de toucher son véritable enfant intérieur. Ça, c'est la première étape, elle est incontournable. Sans l'enfant intérieur véritable, on ne peut pas aller à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de s'unir à son double intérieur. Donc, par exemple, nous, en étant hommes, là, Rémi et moi, là, ici, on a une femme intérieure. Donc, par nature, on a besoin d'aller toucher cet opposé intérieur et de l'amener jusque dans notre bassin, d'amener à ce qu'il habite de la même façon qu'on a, si vous voulez, un gant avec un doigt qui vient dans le gant, et vient épouser la forme du gant. Voilà, donc ça, c'est cette union intérieure, cette androgynie
atteinte de l'intérieur, pas à l'extérieur évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a des mélanges de genres, justement. L'idée, c'est de pouvoir toucher cette donc deuxième étape. La troisième étape ensuite, c'est de monter jusqu'au plan de l'âme. Alors, il s'avère que l'âme est mortelle, mais elle n'a pas cette part d'éternité, mais elle est interface avec une part qui est cette part trinitaire dont j'ai parlé. Et en tout cas, en atteignant le plan de l'âme qui se trouve systématiquement hein, au niveau du soleil, eh bien, les êtres arrivent à communier entre eux d'âme à âme. Ce mot qui a été créé il y a 25 siècles, dans la confrérie pythagoricienne, le mot ami, c'est un mot qui dit « oui, je peux me relier à toi par l'intérieur, d'âme à âme. Je me reconnais en lien avec toi par l'intérieur d'âme à âme. » C'est important d'aborder ça, je pense, aujourd'hui, parce que ça nous demande de pouvoir entendre, dans l'histoire qui se joue là, que le respect de l'autre, la tolérance, le respect de l'autre, il est total à partir du moment où je me reconnais par rapport à la part divine de l'autre. Je peux très bien ne pas reconnaître ce que l'autre fait parce que ça ne fait pas partie des lois de ce monde, mais en tout cas, je tolère une pensée différente, des émotions différentes et un comportement différent parce que je me relie d'âme à âme à toi, en l'occurrence. Donc, c'est un passage par l'intérieur. Troisième relais. Et ensuite, après ces trois relais, il y a le relais du créateur-bâtisseur en intrasolaire. Et après, dans la partie de notre sous-galaxie où en fait on a toutes nos 88 constellations, il y a un endroit précis, il y a un trou noir où à l'intérieur, systématiquement, l'être va pouvoir toucher son architecte. Alors, ce sont des passages de chat de l'aiguille à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, il y a la possibilité de s'égarer, en fait. S'il n'y a pas accompagnement par un initiateur, si vous ne touchez pas votre véritable enfant intérieur, vous ne pouvez pas aller à l'étape d'après. Donc, si vous n'avez pas fait l'union avec votre opposé intérieur, vous ne pouvez pas atteindre le plan de l'âme, et ainsi de suite. Et vous risquez après de partir sur ce qu'on appelle des voies de côté, qui sont donc pseudo-spirituelles, hein, puisque le fil qui nous relie, celui-là mérite le nom de spiritualité, mais pas le reste. Et à ce moment-là, on part sur des voies qui pourraient être des voies religieuses, des voies chamaniques, des voies New Age, etc. Enfin, il y a tout un tas de manières de s'égarer en chemin. ok, donc ce fameux chat de l'aiguille auquel tu fais référence, c'est celui qui est exposé métaphoriquement dans la Bible où on dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat de l'aiguille que de rejoindre le royaume des cieux. Enfin, je ne sais plus exactement comment c'est formulé. Parce que tu as utilisé l'expression, c'est à ça que fait référence la Bible? Et la Bible, et puis même, tu vas voir dans le Coran chez les musulmans, le soufi Ibn Arabi, il parle de ces 6 mondes, de ces 6 univers, et pour pouvoir les franchir et les atteindre, à chaque fois, il y a un chat d'aiguille. Donc, il n'y a pas un chat, il y en a 5. 5 à franchir. Et il y a des possibilités, évidemment, s'il n'y a pas d'initiateur, de s'égarer. Par exemple, depuis le plan du créateur-bâtisseur pour aller vers l'architecte, la personne peut très bien partir vers une étoile ou et pas aller dans le trou noir, par exemple, ou rester en périphérie avant le trou noir. Et donc ça serait un piège. Alors, cet exemple-là. Toi, tu as donné les 5 étapes et tu dis que dans le monde musulman, il y en a 6. Si c'est une réalité objective. C'est une histoire entre le nombre de piquets. Ah oui, d'accord. Entre les écarts et les bornes, d'accord. Si tu as 5 piquets, bon, tu as 6 mondes, puisqu'il y a cette réalité. Et d'ailleurs, Ibn Arabi disait, le soufi, il disait que le monde le plus important, c'est le monde de la responsabilité. C'est ce monde-ci dans lequel nous vivons. Parce que nous sommes avec la dimension d'avoir un poste radio-émetteur-récepteur qui communique avec tous ces univers. D'accord. Alors que quand un être a quitté ce monde, il a laissé un manteau sur un côté, un autre sur un autre, il est sur un plan et il ne bouge pas. De ce point de vue-là. Ok, alors j'ai juste plusieurs questions. Là, il y a Redouane qui disait, donc c'est bien de les prendre au fur et à mesure, parce que comme ça, on est clair et ça permet de comprendre. À un moment, tu as évoqué l'enfant avec la tête, le corps, etc. Et il nous dit, est-ce pas l'inverse, l'enfant et ses émotions, et il remonte vers la tête en commençant à penser par lui-même. Donc, toi, tu donnais un tracé de la tête vers le corps et lui pose la question, est-ce que c'est pas plutôt du corps vers la tête?
Alors, je pars d'une réalité quand vous prenez un enfant quand il vient de naître, il est tellement dans sa tête en lui-même qu'il ne tient pas autrement, dans le sens où, et même quand on reprend les travaux de Steiner là-dessus ou d'autres, hein, dans l'anthroposophie, on voit bien qu'il y a un mouvement qui se fait depuis ce centre pour après incarner le corps et aller vers les membres. Parce Oui, qu'on passe d'abord des mots pour aller vers les adjectifs et ensuite aller vers les verbes actifs, parce qu'on passe de la pensée pour aller vers les sentiments, pour aller vers la volonté, parce qu'on passe de la tête par le corps pour aller vers les membres. Donc c'est dans ce sens-là que l'incarnation se fait, dans le sens où l'âme, quand elle vient toucher la tête de l'enfant à la naissance, on le note bien en astrologie d'ailleurs, c'est à un moment précis, ça touche cette tête à ce niveau-là. oui, puis Euh, physiologiquement aussi, on peut se dire que ben, l'enfant, quand il est fœtus, la tête, c'est presque un tiers du poids. Et au fur et à mesure qu'il va se développer, le rapport de proportion s'inverse complètement et la tête n'est qu'une partie, un dixième ou un huitième, quoi. Donc, ça, et puis, pour aller dans le sens de ce qui est dit ici, c'est que quelque part, on vient expérimenter, je disais les mots en premier, les pensées, et ça, c'est ce que j'appelle moi des photons qui sont, alors, ou l'évogire ou d'extrogire, en fait. Hein. Quand ça va être une vérité absolue, ça va tourner de manière d'extrogire, et à ce moment-là, ça sera une connaissance et ça va remonter directement jusqu'au créateur bâtisseur. Si c'est un vortex qui est l'évogire, à ce moment-là, lui va se piéger et ça sera une pensée limitée, ça sera une vérité relative. Donc, on est dans un univers où, quand je l'avais évoqué en introduction, la vérité fait partie du sujet du bien-être parce que cette vérité, elle peut être justement relative ou absolue. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu de notre paysage aujourd'hui. On est tout dans l'univers du relativisme, du subjectivisme, alors qu'il y a un côté objectif et que j'ai démarré toute ma présentation en disant, on vient déjà de cette part d'éternité, on vient de ce côté objectif et on va prendre cette part du sujet qui va avoir une forme pensée, qui va avoir des émotions premières comme des niveaux de peur, après des émotions secondes quand il va créer son comportement, qui pourra être dans les émotions secondes de la colère ou de la tristesse, par exemple, oui, hein, quand en vous avez fait, ce les que tu peurs dans le expliques, premier. c'est que toutes nos peurs, en fait, elles sont conditionnantes de ce que nous sommes. Mais en même temps, j'en viens à penser que si jamais on n'a aucune peur, par exemple, pendant toute notre enfance, à partir du moment où il y en a une qui va survenir, on peut être complètement déstabilisé. Est-ce que c'est possible de vivre dans un monde sans peur? Alors, on va être tous impactés à un moment donné par différents niveaux de peur qui sont au nombre de trois. Soit par rapport à soi, ça va être l'instinct de survie, soit par rapport aux autres, ça va être en fait l'instinct social, ça va être la façon de communiquer avec les autres. Et ensuite, soit par rapport à un autre miroir de soi, qui est la peur de l'abandon, c'est-à-dire tout ce qui est relié à l'instinct sexuel. Donc, vous voyez, quelque part, ces trois niveaux de peur que l'on a vont venir impacter notre corps et nous mettre en mouvement pour trouver l'issue de ces peurs, pour découvrir quelle est la loi finalement qui est dessous. Exemple, une peur d'une flamme de bougie, ben, c'est de savoir à combien de centimètres on va s'approcher d'une flamme de bougie. Il y a aujourd'hui des outils technologiques qui n'existaient pas au siècle passé. Un être qui ne connaît pas ces outils va s'approcher et va les découvrir de la même façon. Donc cette première peur de soi par rapport à soi, c'est une peur cellulaire qui est lymphatique et qui va toucher les hydrophobes et qui concerne le pancréas. La deuxième va toucher les organes, c'est une autre flegme, hein, on peut l'appeler aussi, hein, qui est une flegme sanguine et qui touche les reins et donc le côté hydrophile. Et puis la troisième peur, qui est la peur de l'abandon, soit par rapport à un autre miroir de soi, ça va toucher évidemment là toutes nos glandes endocrines. Donc la clé, et la clé de ce massage, dont j'évoquais tout à l'heure, c'est la neuroendocrinologie. C'est une science qui vraiment devrait remonter au haut du pavé aujourd'hui, devrait de plus en plus être explicitée, parce que c'est au départ, parce que nous avons un impact au niveau électromagnétique, au niveau de ces glandes, que tout commence à être perturbé ensuite. Que D'accord. si cette connexion, on peut avoir des peurs de l'inconnu ou des peurs de mourir. OK.
Euh, donc, en fait, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est que il y a une transdisciplinarité extrêmement forte entre enfin, l'électromagnétisme et l'électricité du corps, le fonctionnement des glandes, Oui, il y a le rôle de l'eau. Et mon sentiment, c'est que toutes ces disciplines, elles fonctionnent en silo, complètement indépendamment des unes des autres, et qu'elles se regardent et qu'elles discutent pas forcément. Ça me fait penser à un de nos intervenants qui est Jacques Collin sur l'eau, qui était intervenu et qui s'était retrouvé un jour dans une salle, dans un centre de congrès où il y avait simultanément par hasard deux séminaires sur l'eau, un avec des physiciens et l'autre avec des chimistes, et en fait ils n'arrivaient pas à se comprendre alors qu'ils travaillaient tous les deux sur le même sujet. Donc juste ce que je veux dire, c'est que dans ton approche, il y a manifestement une transdisciplinarité qui est quand même oui. assez avancée, quoi. Et puis cette transdisciplinarité nous permet du coup de corriger les erreurs d'Hippocrate, Alors, revenir à ce qui se faisait à l'école ancienne, c'est-à-dire qu'au magnétique et au niveau de la mer, dans cette trinité divine, on est au niveau du champ gravitationnel qui fait en fait, qui est la résultante du troisième. Ce qui veut dire qu'au niveau du premier, quand c'est perturbé, il y a des colères, au niveau du père. Au niveau du fils, ça va être des tristesses. Et puis au niveau de la mer, il y a l'apparition de ces trois flegmes reliés, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau cellulaire, au niveau organe et glandulaire. Un flegme qui va toucher le pancréas, un autre le rein et un autre la moelle et les os. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un flegme? Parce que pour moi, c'est pas clair du tout. Je ne sais pas ce que c'est oui, en fait. oui, en fait, si on prend les traditions orientales, ils nous parlent que au niveau de les trois tendances de la nature, elles sont que trois, les trois gunas, ils les appellent, sont la fixité en une dimension, hein, donc là on va retrouver la notion du père. La mutabilité, c'est en 2D, c'est comme une onde, hein, c'est un plan, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a au niveau du fils. Et puis la passivité ou cardinalité, l'espace de cardinalité en 3D dans lequel les choses se passent. Et les flegmes, c'est en fait, ça se passe dans un espace de cardinalité qui est donc défini, je l'ai dit, à trois niveaux, hein, que ce soit au niveau du pancréas, que ce soit au niveau des reins ou de la moelle et des os, que ce soit donc au niveau cellulaire, organique ou glandulaire. C'est dans cet espace-là, il va y avoir des ralentissements d'informations. Au niveau de la lymphe, par exemple, vous avez le foie qui va être pollué, la lymphe va être engorgée et ainsi de suite. Forcément, dans ces cas-là, vous avez votre pancréas qui va déguster. D'accord, mais donc en définitive, un flegme, c'est un ralentissement d'une fonction vitale ou endocrine, ou s'il s'agit de la lymphe, c'est pas tout à C'est fait ça. endocrine. Donc c'est un ralentissement de fonctionnalité. C'est ça. C'est-à-dire que par rapport à cette trinité divine que j'ai évoquée, toute la question se pose sur les fameux ralentissements. Une D'accord. colère, ça ralentit, une tristesse, ça ralentit, et les trois flegmes vont perturber. Et l'idée, ça va être de sortir de ces trois tempéraments de base, sachant que le troisième, il est lui-même divisé en trois, quoi, si on va par là, de sortir de ces donc cinq au total caractères de base que l'on a, pour pouvoir, et non pas quatre au niveau d'ailleurs hippocratique, puisqu'il en était resté à quatre, Hippocrate, donc de ces cinq tendances de base au niveau caractère, pour qu'un individu, quand il est dépouillé de ça, il puisse rejoindre cette trinité. Très D'accord. simplement, il va rejoindre le bien-être. Ok, alors avant de poursuivre, il y avait une autre question à un moment où, quand tu as évoqué les émotions primaires et les émotions secondes, et il y a quelqu'un qui nous pose la question, qu'est-ce que c'est que ces émotions secondes par rapport aux primaires ou Oui, aux premières? oui, ça c'est une excellente question parce que c'est rarement évoqué, puis ça c'est de la neuroendocrinologie, c'est-à-dire que quand on a un événement qui nous arrive, on va faire une lecture par nos systèmes glandulaires qui transforment la lumière en courant et qui vont amener ça sur notre capteur thyroïdien et après à notre ordinateur de bord qui est l'hypothalamus. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une lecture des événements, puisque la thyroïde, elle génère la thyroxine dans toutes les cellules du corps. On va avoir une lecture des événements qui va être cellulaire
et thyroïdienne dans les cellules. C'est la première lecture. Et cette première lecture, qu'est-ce qui va se passer? Le système nerveux derrière, après l'endocrinien, le nerveux, il arrive derrière. Hein. Il n'est pas dans l'autre sens. Hein. C'est d'abord l'endocrinien, après c'est le nerveux. Le nerveux derrière, il va tout de suite regarder et il va enregistrer une réaction sensorielle qui peut être antagoniste ou qui peut aller dans le même sens. Si elle est antagoniste, ça va générer des peurs. C'est l'émotion première. Si elle va dans le même sens, ça engendre de la joie, la transcendance, tout l'aspect compassionnel de l'être humain quand il est sur sa voie du petit enfant qui s'amuse et qui joue dans la vie. Voilà. Mais quand le truc n'est pas connu, comme tu disais tout à l'heure, tiens, je rencontre une peur à un moment donné, ça va être antagoniste. À partir de ce moment-là, c'est l'émotion première qui a lieu, qui va s'installer. Et puis, cette émotion première qui s'installe crée un sursaut de peur, par exemple, hein, donc antagoniste. Après, ça va passer sur une émotion seconde d'adaptation à cet événement. C'est-à-dire qu'on va, compte tenu de cette peur, regarder comment on s'adapte à cet événement. D'accord, en fait, c'est l'émotion de réaction, en fait. Exactement. Et ce qui est très important, c'est de noter que ça arrive en second. Et là arrive la colère, qui est une hypothyroïdie à commande surrénale. Là arrive la tristesse, hein, qui est aussi une hypothyroïdie. Mais là, l'être, il y a des émotions qui vont sortir. Donc tout ça, ces émotions-là vont faire que, finalement, si le senti qu'un individu a repose sur une émotion première antagoniste, c'est-à-dire une des trois peurs fondamentales, ou sur une émotion seconde d'adaptation à un événement, c'est-à-dire colère ou tristesse, on peut être sûr que le senti ment. Le senti ment. En fait, quand on dit le senti, c'est le ressenti, quoi. Oui. Oui, ce que l'on sent. On le dit en français avec des proverbes. Ouais. La colère est mauvaise conseillère, la peur est mauvaise conseillère. Ça veut dire que si un individu choisit par un travail de l'ordre de la pensée, qui est lui adaptatif, qui est lui arrive en second, voire en troisième dans l'histoire, hein, de contrôler, de s'adapter, de maîtriser, on passe à côté du sujet. Et là, beaucoup de ceux qui étudient le rôle des vertus, le rôle du leadership, par exemple, etc., sont passés à côté parce qu'ils sont partis caractère. Alors qu'il n'y a rien à adapter, il y a vraiment déloger une cause qui est liée à cette peur première. Alors, la question, du coup, elle est très bien. Il faut aller trouver la cause derrière ce sentiment. Je suis désolé, mais en fait, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il me semblait, moi, que je t'entendais extrêmement mal. Donc, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi. Si vous pouvez nous dire dans les messages si vous n'avez pas eu de problème, parce qu'autrement, je demanderai à Patrick de répéter, parce que moi, tout va bien. Donc, c'est de mon côté, oui. Il n'y a pas de problème. Toi, tu as eu un petit switch de quelques secondes. D'accord. Donc, OK. Ce que j'évoquais, c'est qu'en fait, on a deux cas de figure. Hein. Soit on trouve la cause qui a créé cette peur derrière ce sentiment déviant, soit on fait ce que la plupart des coachs font, et en l'occurrence, ça se fait en collectif et c'est de l'ordre du coaching, c'est-à-dire qu'on va forger le caractère, corriger finalement un sceau imprimé sur un tempérament de base, hein, qui peut être colérique, qui peut être triste, qui peut être flegmatique, et ainsi de suite. On va corriger ça et on va vouloir appliquer finalement une morale extérieure. Et ça, c'est pas bon. Appliquer une morale extérieure dans l'histoire, c'est encore mettre un artifice. C'est pour ça que je viens un petit peu aussi éclairer la situation, y compris avec les propos du pape François, quand il a dit moi, je me méfie au début de mon instinct et de mes émotions premières, ce qu'on peut comprendre. Et il dit je prends un temps d'adaptation avant de réagir. Et il dit bien réagir et adaptation. Alors qu'en fait, l'idée, c'est que c'est déjà trop tard à ce niveau-là. Parce que là, on va en faire intervenir le mental, on fait intervenir la personnalité, on fait intervenir quelque chose qui est déjà une sous-couche.
D'accord. Qui est la sous-couche avec laquelle on a été construit, c'est-à-dire faite de mots, d'adjectifs, de verbes, c'est-à-dire de pensées, de sentiments et de volonté. Ok, alors il y avait une autre question alors qui remonte un peu. Il y a quelqu'un qui s'interroge sur c'est quoi le souffle de l'Esprit Saint? Alors oui, j'ai parlé d'une façon trinitaire tout à l'heure en parlant de la mère, du Fils et du Père. Et en fait, on a une autre façon trinitaire d'exprimer les choses, c'est que de l'autre côté, dans cette part d'éternité qui est la nôtre, si on relie le Père et le Fils à la mère, la façon avec laquelle ça va se relier, c'est un souffle respiratoire. C'est le souffle de l'Esprit Saint qui est traduit par le mot en hébreu Yeshua. Et Yeshua, dont je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, Yod, c'est la semence divine justement de cette partie Père et Fils, qui vient finalement, Yod est le souffle de l'Esprit Saint, hein, la lettre E en hébreu. Shin, c'est le dessin de la barque solaire, donc il va du soleil jusqu'à la terre, puisque l'âme fait ce trajet-là. Vav, c'est le vase du bassin, et qui va remonter le long de la colonne vertébrale par le son A, plus que le son E, puisque ça va sortir sur les bras, c'est-à-dire que ça va s'exprimer jusque sur cette volonté agissante. Hein, donc il y a des Shin, Vav, A, c'est Yeshua, hein, c'est le trajet qui nous conduit à notre Messie intérieur, ou Christos en grec, ou Machia en hébreu. Ça veut dire que si on prend les bases de la nature humaine, telles qu'elles ont été créées par les Grecs anciens, on retrouve l'origine aussi de la création des traditions du livre. L'origine hébraïque, l'origine musulmane, l'origine chrétienne. Les trois origines convergent, ce que j'ai démontré dans l'ouvrage La Bonne Nouvelle d'ailleurs. Ça m'a valu 18 ans et demi de travail. Ok, donc il y a quelqu'un d'autre, quand tu évoquais tout à l'heure ces différents passages dans le chat de l'aiguille, les 5 étapes, et qui nous Oui, demandait du coup, comment sait-on qu'on est bien passé par le chat de l'aiguille et qu'on n'est pas passé, que le fil, il est pas passé à côté? oui, ben ça, c'est sûr que quand on y va la première fois, les points de repère peuvent manquer. C'est là que l'initiateur à côté joue un rôle parce qu'il il y a des points de repère qui sont communs là-dedans. Et puis, il y a quelque chose qui est touché dans l'intime de toute manière, même l'initiateur mis de côté. Quand l'individu touche sa part d'éternité, il se rend bien compte qu'il est avec sa part d'éternité. Et pareil avec son architecte, puisque quand il lui pose la question, puis-je poser des intentions de création, il voit que c'est seulement à ce niveau-là qu'il y a le libre arbitre et que les intentions de création peuvent être posées dans cet espace-là pour après être déployé dans l'incarnation. Alors cet espace-là, c'est quel niveau? Troisième, quatrième, cinquième? Ça, c'est le cinquième. C'est le cinquième, c'est-à-dire qu'au niveau de Le plus élevé. l'architecte, c'est le seul niveau où il y a le libre arbitre. Ce que j'ai démontré quand j'étais au Palais des Congrès de Reims en 2012, au mois de novembre 2012, c'est que l'invisible structure, hein, au colloque Quantique Planète, que l'invisible structure et commande le visible. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tous ceux qui, malheureusement, essayent dans une version transhumaniste 2.0, cyborg 2.0 ou avatar 2.0 de nous créer un homme augmenté ou un robot transformé, eh bien, en fait, forcément, ils seront en limite au niveau de la conscience parce qu'il leur manquera, j'ai dit tout à l'heure, ils seront dans les allez, 5 millions de gigaoctets et guère plus, ils ne vont pas être dans le milliard de milliards de gigaoctets que représente un être humain. Ils seront très loin de la conscience d'un être humain. Il n'y a même pas de... Vous voyez, hein, les ordres de grandeur sont donnés, là, je crois que c'est assez clair. C'est assez clair. D'accord. Alors, j'ai une autre question, mais que j'ai du mal à comprendre. C'est neuroendocrinologie égale psychoneuroendocrino-immunologie PNEI. Donc, je comprends pas la question. Il faudrait la reformuler, Marc, parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Alors, neuroendocrinologie et psychoneuroendocrinologie, bon, il y a un lien, évidemment, puisque en fait, à partir du moment où on a compris comment fonctionnent les glandes, il y a un rapport direct à la psyché et aux émotions. Donc, puisque on voit finalement le système d'entrée-sortie qui fonctionne au niveau des glandes. Le sigle qui a été cité derrière, celui-là, je n'ai pas bien compris. BEI ou je ne sais pas ce que Non, c'est. c'est PNEI. BNEI. Donc PNEI. ça, je connais pas. Toujours est-il, c'est que on a, à partir du moment où on a capté finalement de manière
des choses qui sont lévogyres, hein, des mots qui sont déformés, des pensées qui sont déformées, on va aboutir après à ce que ça soit piégé et que ça génère des émotions, c'est-à-dire l'ensemble de deux vortex qui s'imbriquent l'un dans l'autre, là. Et puis après, ça générera des comportements, ça générera une transformation chez l'être humain. Hein. Ça, c'est... Alors, on a une société qui aujourd'hui est en pleine mutation, puisqu'on a une bonne partie des gens qui sont dans le domaine de cette philosophie de Descartes, je pense, donc je suis dans ce subjectivisme relatif des mots hein, qui sont là. C'est ceux qu'on appelle souvent les moujons. Et, les moujons qui sont en fait des gens qui sont plutôt conformistes, conservateurs, et qui suivent une dictature pseudo-scientiste. On va retrouver cela dans cette catégorie. On a aussi aujourd'hui dans la crise qui est traversée des gens et de l'émotion, dont on a dit que ça pouvait conduire à la sensiblerie rousseauiste. Et puis on a ensuite des comploteurs et des complices pour la dictature de cette ochlocratie, moi je l'appelle mondialiste, hein, sataniste mentale, parce que ceux-là, c'est ceux qui manipulent et qui sont au troisième niveau, même s'ils représentent qu'1% de la population ou 2% peut-être, hein, je ne sais pas, c'est en tout cas pas beaucoup, c'est quand même eux qui contrôlent les moujons et les moutruches. Hein, ça veut dire que les gens qui sont coincés au niveau des pensées ou des émotions, c'est quand même la majorité des êtres humains. Ce sont, comme dans tous les cas, hein, moujons ou moutruches, des mous qu'on peut manipuler facilement. Alors, qu'on peut manipuler et dans lesquels on va retrouver nos hommes politiques aussi, puisque dans la catégorie des moujons, on va avoir des polypticiens, comme je les appelle, des toutous de la politique. Et puis, dans la catégorie des moutruches, on va avoir les politocards, c'est les tout fous de la politique, qui vont nous amener sur des terrains de sensiblerie émotionnelle. On a une société qui, à l'heure actuelle, c'est pour ça que je parlais de ce bien-être, déjà, il fallait que j'installe la verticale, c'est fait. Maintenant qu'elle est installée et qu'on a un contexte qui est posé dans la crise actuelle, on peut maintenant regarder qu'est-ce que va vouloir dire l'art, l'art sacré, l'art de vivre sacré. C'est-à-dire que les arts de vivre, ils sont comme des horizontales à tout niveau. Vous pouvez vivre au niveau ras les pâquerettes un art contemporain. Vous pouvez vivre ensuite un art récréatif. Vous pouvez vivre ensuite, en montant encore d'un cran, un art thérapeutique qui va vous aider à aller mieux. Mais mieux, c'est pas bien. Ça ne suffit pas. Vous ne dépassez pas la partie de la personnalité. Et quand vous touchez cet aspect trinitaire, on peut vraiment parler d'art sacré. Ça veut dire que l'art de vivre, c'est une horizontale qui, par rapport à cette verticale qui passe par 5 chats de l'aiguille, va être à déployer pour être amené pour faire finalement la barre du T, hein, ou ce taux des Antonins, qui symbolise ça, c'est-à-dire cet art régénérateur transcendant. Parce qu'il y a vraiment à toucher cette transcendance pour que quelque chose se passe et pour toucher un art qui ne soit pas que de la créativité. Et ça, ce sont deux trajets dans le corps qui sont différents. Pour faire de la création, ça demande de passer dans le dos, et c'est le circuit qui nous relie à toutes nos glandes endocrines. Pour faire de la créativité, c'est un circuit qui passe en face avant du corps. Pour être dans le savoir, ça passe en face avant du corps. Pour être dans la connaissance, ça passe en face arrière du corps. Pour être dans le pouvoir, ça passe en face avant du corps. Pour être ici dans finalement cette notion d'amour hein, qui est là et d'abondance, ça passe en face arrière du corps. Donc, même si ce que j'évoque aujourd'hui, je vous dis, c'est un témoignage, pourrait me faire passer pour un sachant sur ce sujet-là, j'ai aucune prétention à ça. Je vous invite surtout à vivre l'expérience parce que c'est ça qui est riche là-dedans. À l'extérieur, même si on n'a pas envie de passer pour des sachants, parce que quand vous avez l'habitude de conduire comme ça depuis plus de 20 ans, des amis et sur des constantes, forcément que la maîtrise du sujet est là, hein, comme je dirais un charpentier maîtrise son univers quand il est maître charpentier. Il s'agit de ça.
aujourd'hui, moi, je suis venu vous partager évidemment tout ça pour que vous puissiez ressentir ce qui est juste là-dedans. Pour finalement à la fois conjuguer cette verticale du bien-être avec cette horizontalité de l'art de vivre sacré. Donc ça demande pour ça deux aptitudes, l'exigence et la bienveillance. L'exigence parce que ces lois dont je parlais, ces 5 chattes d'aiguille, sont, et c'est la nature humaine, physis, la nature, les lois de la nature en grec, on ne peut pas contourner ce qui est. Même si certains voudraient le faire, créer un transhumain 2.0, ils cherchent à contourner. Ils ne pourront pas le faire puisque c'est cet invisible qui structure et commande le visible. C'est impossible. Et puis, donc ça, c'est une voie d'exigence et une voie de bienveillance parce qu'il existe tout en ce monde, et je parlais de tolérance tout à l'heure, et que c'est à nous de pouvoir nous ouvrir en tolérance à finalement, à chaque personne. C'est-à-dire qu'on est là pour aimer celui qui pense, qui ressent, qui agit autrement que nous, sans pour autant le cautionner. Sans pour autant le cautionner. Donc, c'est ça la difficulté, c'est de rester sur une voie d'exigence qui s'applique à soi comme il s'applique aux autres, et une voie de bienveillance qui s'applique à soi comme elle s'applique aux autres. Pourquoi? Parce que déjà vis-à-vis de soi-même, tout un chacun, nous nous rendons compte que rester sur cette verticale sans cesse au quotidien en manifestant le souffle de l'Esprit Saint, dans une forme d'art martial chinois là, qui nous fait nous déplacer dans l'espace de manière harmonieuse, c'est pas donné comme ça en 5 minutes. Ça demande une bienveillance pour petit à petit s'ajuster et avancer pas à pas dans cette façon de se déployer dans le monde. Et puis, pareil pour la voie d'exigence et de bienveillance à l'extérieur. On a à être en bienveillance avec tous les frères et sœurs qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, ou des moujons, ou des moutruches, ou des complices, ou des comploteurs, puisqu'ils sont majoritaires en plus. On a à être vraiment ouvert à la compassion avec eux pour les aider le jour où ils ont besoin de pouvoir en sortir. Alors, comme la crise est là, de plus en plus d'êtres commencent à se poser des questions. Peut-être pas tant, évidemment, les comploteurs et les complices, mais surtout ceux qui sont impactés d'abord dans les émotions et ceux qui sont ensuite impactés au niveau de la pensée, du cogito ergo sum, là, je pense donc je suis. Ok. Donc voilà. Juste une question. Est-ce que ça veut dire que pour faire cette connexion, il faut, enfin, je pense qu'il y a des personnes qui l'ont naturellement, ou entre guillemets, qui ne l'ont pas perdu naturellement. Il y a des personnes qui sont quand même connectées avec leur créateur sans être passées par cette forme de massage, etc., pour enlever les charges ou les carapaces. Alors, ça existe peut-être, moi, j'en ai pas rencontré. Ça veut dire que toute personne qui a frappé à la porte avait une difficulté sur ce point-là. Oui, mais ça, Mais on peut concevoir évidemment, puisque si la personne frappe à la porte, c'est qu'elle n'a pas trouvé. Ben oui, c'est ça. Ou c'est que la douleur ou la conscience de sa douleur est C'est telle ça. qu'elle ne peut pas faire autrement. Mais il y a tous Par ceux contre, aussi qui ne sont pas venus. Alors, tous ceux qui ne sont pas venus, il y en a aussi qui ne veulent oui, pas frapper à la porte parce qu'ils ne peuvent pas. oui. Mais il y en a aussi certainement qui peut-être n'en ont pas besoin. Alors justement, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que dans ton propos, ça montre quelque chose qui est en train de monter dans cette période d'apocalypse, c'est que tous ceux qui sont alors convaincus qu'ils y sont, vont vite se rendre compte s'ils y sont parce que la pression va monter dans les mois et les mois à venir, là, les semaines et les mois à venir, et ils vont bien se rendre compte s'ils y sont parce que les voies dites spirituelles sont pas si nombreuses que ça. J'ai parlé d'une verticale avec 2 branches sur les côtés, les voies de l'astral et les voies du mental, c'est 2 branches sur les côtés. Peu de gens savent qu'il y a des voies de côté, et certains, même avec leur bonne volonté, avec leur façon de fonctionner, des chamans ou des religieux, ont l'impression d'être sur une voie spirituelle. Mais par wagon, je rencontre que ça. Ça veut dire que c'est lorsque la tempête va arriver qu'ils se rendront compte s'ils y sont. Donc aujourd'hui, cette soirée, elle est là pour interpeller, pour faire en sorte que si à un moment donné, vous sentez que vous y êtes, il n'y a pas de souci, continuez. Mais si à un moment donné, vous sentez un décalage avec une douleur, avec des émotions, avec quelque chose qui vient vous impacter, vous marchez dessus, sur les pieds, que la vie vous amène finalement,
à ce moment-là, oui, ça vaut le coup de se poser la question et éventuellement d'aller se faire accompagner par un initiateur qui connaît ces voies de passage pour bien vérifier que ce sont les bonnes. Ok. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, comme tu as beaucoup parlé des glandes endocrines, quel est l'impact du coup de tous les perturbateurs endocriniens dont on entend beaucoup parler en ce moment? Oui. Donc là, il y a un impact évidemment qui va être important au niveau cellulaire et voire au niveau des organes. Pas tant au niveau, enfin, et donc ça va finalement impacter beaucoup les trois flegmes dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas tant sur la partie colère, tristesse dont j'ai parlé que ça va impacter, ça va toucher sur ces flegmes-là, et on va avoir un travail à faire en parallèle au niveau des hygiènes de vie. C'est-à-dire que le massage intuitif énergétique libérateur qui enlève les carapaces, complété de cette ouverture à l'expansion intuitive libératrice qui conduit à ces 5 chats de l'aiguille, se doit d'être augmenté par un travail sur les hygiènes de vie pour justement sortir tous ces perturbateurs, ces métaux lourds, ces produits chimiques, etc., etc. Donc là, c'est des processus de jeûne et détox qui sont à mettre en place, que nous, on fait évidemment en utilisant les trois outils en même temps en parallèle, parce que c'est très important de les manier ensemble. Mais il y a de plus en plus de perturbateurs, donc c'est sûr qu'à un moment donné, il faut en tenir compte. Ouais. Il faut en tenir C'est compte. c'est peut-être pas le lieu, mais le jeûne et détox, il y a des protocoles particuliers, j'imagine. Alors, en l'occurrence, oui, et qui ne sont pas du tout connus de la naturopathie en particulier, ou de ceux qui ont l'habitude de faire des processus de jeûne et de détox, c'est qu'en fait, il y a une notion qui n'est pas connue, c'est que déjà, il y a des jours de jeûne et ensuite il y a des jours de revitalisation dans un processus de détox, où les jours de revitalisation doivent être dans un séjour assez court, doivent être le double du temps de jeûne. Et il y a un travail à faire pour finalement enlever les humeurs électromagnétiques qui se sont piégées et qui vont sortir à ce moment-là, au moment du jeûne. Et en particulier, ce qui est très caractéristique, c'est là qu'on fait nous des massages spécifiques, des massages miel, au moment de, par exemple, à 3 jours de jeûne et à 3 jours de revitalisation, c'est-à-dire, mettons, sur un programme 3+7, ça va faire à J3 et J6. On va introduire ces deux massages-là. Pourquoi? Pour aller chercher finalement ces humeurs électromagnétiques qui se sont piégées dans le biote, dans notre milieu bactérien, au niveau de notre côlon, dans notre biote intestinal. Et ça, c'est important parce que l'histoire nous montre, en tout cas, quand on a cette habitude d'aider dans ces processus, c'est qu'il y a des charges qui sont stockées sur des endroits spécifiques, comme les méridiens du foie, comme les différents, le sacrum, les différents organes, les viscères creux du corps. Et ça correspond en fait à quelque chose de précis qui s'est passé en vie fœtale la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en vie fœtale, l'être, il est là et il n'a pas de possibilité de sortir. Évidemment, il doit composer avec le père et la mère qu'il a là, le milieu qu'il a là, le modèle du monde de la maman, la nourriture placentaire qui vient du papa, puisque c'est les cellules du père qui font les cellules du placenta. Et il doit composer avec ça. Et lui, il ne peut pas dire, bon, ben salut, je me barre. Donc, il est obligé de développer déjà une sous-personnalité pour s'adapter en vie fœtale. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène une personne déjà à revenir jusqu'à sa naissance. Et puis après, dans ce travail d'hygiène et de détox, on va faire la deuxième partie qui est d'aller finalement faire des rendus aux parents, à la lignée, aux parents, sur le sujet. Sachant que dans tous ces processus, ça sera tout le temps un bien-être, alors global, parce que ça traite tout le corps, durable, parce qu'une fois que c'est parti, sans contrepartie négative pour soi et pour son entourage. La phrase est longue mais nécessaire, ça veut dire que les rendus qui sont faits aux parents, à la lignée et ainsi de suite, sont tous positifs. On va rendre quelque chose sous une peur, sous un jugement, sous un modèle du monde, on va rendre un enseignement. Qui sera à nouveau comme un photon de lumière, qui lui tourne en dextrogire, et qui sera rendu. Et ça produira des effets à l'arrivée, chez les parents, dans la lignée, s'ils sont toujours vivants, en particulier. Voilà.
Ok, Donc alors, ça, c'est important, ces processus de jeûne détox, d'hygiène de vie, d'introduire là-dedans ces massages qui visent à enlever les carapaces. d'accord. Après la question sur les perturbateurs endocriniens, on est une question sur l'incidence de l'électromagnétisme ambiant, c'est-à-dire de la Wi-Fi, de la 4G, de la 5G, etc. Elle est majeure. Elle est majeure puisque, en fait, elle va impacter l'eau vivante du corps, donc elle peut impacter tout le corps. Et puis, par ces micro-ondes, aujourd'hui, ils sont capables, même certains ont déjà prévu de venir intervenir, vous passer des visions dans la tête, vous insérer des choses. C'est sans fin. Alors, l'idée, c'est que face à cet électromagnétisme, si on se bornait simplement à regarder tous les risques et tous les dangers, la liste serait très longue, on n'en finirait pas et on finirait plutôt barricadé, enfermé dans ses peurs. Ce n'est pas ce que je vais suggérer ce soir. L'idée de base est l'inverse, c'est de développer sa vitalité, de développer sa force immunitaire, en fait. Et quand elle est là, eh bien, le corps a une énergie telle que l'environnement ne le perturbe plus. L'environnement électromagnétique n'est plus perturbateur. Ouais, Et pour ça, il s'agit de monter son taux d'énergie. Hein. Donc, par exemple, un taux d'énergie dans un lieu, quand on est radiesthésiste, je ne parle pas en échelle de Bovis, qui est une échelle de longueur d'onde, mais en échelle d'énergie. Quand une personne est bien, on va trouver 10 000 à peu près. Bon, là, on se rejoint avec les différents radiesthésistes. Quand on est en dessous de 1000, on est pathogène. Donc voilà. Mais si une personne arrive à développer, alors, ne serait-ce que par l'eau vivante Aquaprima, par exemple, dont je parle dans mon premier ouvrage sur l'eau, hein, l'eau matrice de la vie, miroir de la conscience, à avoir chez soi cet appareil qui permet d'enlever les effets des ondes électromagnétiques, hein, pour les personnes électrosensibles, c'est génial. Quand ils ont ça chez eux, à 200 mètres à la ronde, ils sont tranquilles. Ben là, ça fait une bulle qui monte à peu près 200 000, quoi. Donc, on n'est plus à 10 000, on est à 200 000. Donc, déjà là, l'énergie pour les animaux, les végétaux, tous les gens qui sont là, elle est positive. Et puis, l'être humain peut encore monter par ce souffle de l'Esprit Saint, il peut largement monter à des centaines de millions. Centaines de millions, pas 10 000. Donc, du coup, c'est ça la solution. Plutôt que regarder tous les dangers qui nous arrivent à droite, à gauche, j'ai plus envie de proposer cette piste-là. Or, le travail qu'on fait faire, lui, l'œuvre en question permet de monter son taux d'énergie. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je pense il me semble, en tout cas, c'est un bon élément de réponse, oui. que ça soit 4G, 5G ou autre, hein, parce que évidemment, la 5G est encore plus perturbatrice que la 4G. Elle est directionnelle et puis elle va jouer sur la fréquence de l'oxygène. Donc, elle peut amener dans des grandes villes sur du 26 GHz, elle va amener jusqu'à de l'asphyxie au niveau pulmonaire. Hein. D'accord. Ok. Est-ce que, Patrick, tu as fait le tour de ton Alors, exposé? j'ai fait le tour sur la partie individuelle, c'est-à-dire que le bien-être et l'art de vivre sacré, bon, je pense que c'est OK. Moi, c'est accessible finalement à celles et ceux qui le désirent, chacun ayant ses propres vérités intérieures à découvrir. C'est pour ça que c'est individuel, initiatique, et que ça ne peut pas se faire en coaching et par des aspects moralisateurs. Découvrir ces enseignements, c'est un jeu initiatique adapté à celle ou celui qui a l'attitude d'un enfant réjoui. Donc, finalement, vous voyez, un enfant de 6 ans, il peut y arriver. Se libérer, ça ne demande pas de faire des études spéciales, d'avoir des notions de psychologie ou d'avoir fait des études. Même ceux qui ont fait des études, c'est plus handicapé, hein, dans l'histoire. Et ce parcours, qui est un parcours qui cherche à visiter ces mondes intérieurs, donc un parcours ésotérique, hein, il va conduire un autre regard sur la vie. C'est un parcours initiatique qui amène chaque être à aller vers un bien-être individuel. Donc, on ne peut parler de bien-être collectif, de souveraineté d'une nation, de souveraineté collective, qu'à partir du moment où on a des individus qui sont déjà souverains. À partir du moment où c'est la condition préalable, en fait. Hein. Il y a ça à installer. Ensuite, quand on veut regarder comment installer ce bien-être durable pour tous comme un nouveau projet de civilisation, ce que j'ai fait dans mon ouvrage Objectif Bien-être quand j'étais candidat aux législatives en 2009, eh bien, ça demande un certain nombre de prérequis. Ça demande de respecter les niveaux initiatiques de chacun, parce que vous avez des gens qui sont des néophytes, découvreurs de la vie et qui ont envie de faire McDo, Coca, boîte de nuit, etc. et grand bien leur face. Hein, si c'est ça qui cherchent pendant un certain temps, très bien. Mais il va falloir s'adapter
finalement à ces personnes qui sont comme en maternelle à l'école de la vie. Et ce n'est pas péjoratif d'être en maternelle, c'est que la personne n'est pas encore dans les classes supérieures ou autres. Ensuite, il y a les amoureux de la vie qui sont à la recherche des valeurs de la vie. Ceux-là, ils s'interrogent mentalement et comme je parlais tout à l'heure, des gens qui s'interrogent comment trouver leur propre leadership personnel. Et puis, vous avez les amoureux du bien-être qui sont ces initiés qui viennent faire une démarche individuelle en quête de stabilité spirituelle. Et après, vous devenez, au fil du temps, des amoureux de la sagesse, hein, c'est-à-dire que philosophie, c'est ça, hein, amis de la sagesse, amour de la sagesse, qui deviennent des initiateurs. Donc après, certains ont parfois envie de passer de l'autre côté de la barrière et de devenir des initiateurs. Donc ça demande du coup de respecter les niveaux initiatiques de chacun, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est d'être solidement installé dans son bien-être individuel, parce que, et on le voit en ce moment dehors, la tempête va commencer, et du coup, c'est quand même important de pouvoir être bien stable, ancré, centré et dans l'expression d'amour avec les autres. Alors, juste une question. Tu dis la tempête va bientôt commencer parce que pour toi, elle n'a pas commencé. Non, non, pour l'instant, on est dans les prémices. Pour l'instant, ils ont commencé à installer un décor, ceux qui nous ont défini leur plan. Ils ont installé des conditions, hein, des conditions de guerre, des conditions de maladie Covid, des conditions de crédit social, des conditions de loi environnementale, et ainsi de suite. Voilà, ils ont installé des conditions. Bon, est-ce qu'ils arriveront à aller plus loin? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas l'étape du reset encore, hein, on n'est pas dedans. Elle arrive, celle-là, normalement. Hein. Alors, Alors, juste, excuse-moi, dans l'étape précédente que tu évoquais, dans laquelle tu donnais les 3 et 4 niveaux des personnes qui vont en boîte de nuit, de ceux qui commencent à se poser des questions, c'est ça veut ça. dire que dans ta démarche, tu instaures, entre guillemets, une primauté ou une hiérarchie parmi les individus, ce qui est complètement antinomique avec ce que la société aujourd'hui nous propose, avec les droits de l'homme de 1789, où tous les hommes sont au C'est même niveau. ça. C'est pour ça que sur mon site, vous trouverez des nouveaux droits de l'homme créateur-créature qui sont révisés pour tenir compte de la nature humaine. Parce que si la société a perdu tout sens, ce qui est le cas, hein, tout sens de la nature humaine, bien évidemment, on ne peut pas s'appuyer sur des droits de l'homme qui prennent l'individu comme un objet commercial, comme une valeur marchande. Ce n'est pas correct. Ou comme une Bah, personnalité, ce n'est pas correct. non, mais C'est le prendre dans sa petite portion du champ H3 de Pinel et d'oublier qu'il a une âme, qu'il a un créateur, qu'il a cette part trinitaire et divine. Donc, si on oublie l'essentiel, évidemment, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de société qui soit démocratique, puisque la démocratie n'a jamais existé. Gouvernement par le peuple, ça ne peut pas exister à partir du moment où vous avez des niveaux initiatiques différents dans la vie, vous êtes obligé de les respecter. Il y aura toujours des maternelles, il y aura toujours des terminales, comme à l'école, quoi, finalement. Et puis les autres systèmes, on les a déjà explorés, les tyrannies, les oligarchies, les théocraties, les royautés, je crois qu'on a déjà fait le tour. Donc, ce que j'appelle, nous on appelle les pythagoriciens les sophicraties, c'est-à-dire c'est une véritable élite, mais pas une élite comme on penserait dans la tête, ou une élite intellectuelle ou je ne sais quoi. C'est vraiment des êtres qui ont atteint cette sagesse et qui, par leur rayonnement, par ce leadership naturel, finalement, vont donner envie à d'autres de prendre le chemin. Mais seulement, il y a besoin d'avoir les 4 cercles en question dont je parlais tout à l'heure, parce que ceux qui sont néophytes n'ont aucune envie d'aller dans des, je ne sais pas, écolieux, écovillages, dans lesquels se passerait ce genre de partage, etc. Ça leur est même totalement étranger, et ça se comprend. C'est à respecter. Donc, 1, respecter les niveaux initiatiques. 2, être solidement installé dans son bien-être individuel. 3, mettre ce qu'on appelle le vin ancien dans d'anciennes outres avec de nouvelles formes. C'est-à-dire qu'on peut prendre de nouvelles structures, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux moyens de décider, de communiquer, mais on va le faire à partir de bases qui sont des bases qui ont été testées avant. Par exemple, nous, ce qu'on ramène, c'est la suite des traditions du livre et en même temps des écoles pythagoriciennes à leur origine. Ça veut dire qu'on ramène un vin qui est ancien, une sagesse qui est ancienne. On a amélioré, hein, d'ailleurs. Et on l'amène dans d'anciennes outres, c'est-à-dire qu'avec des structures et des façons de fonctionner, comme je vous disais, qui respectent les grades d'apprenti, de compagnon et de maître, comme on retrouve dans tout type de métier, par exemple.
Donc ça, c'est la condition 3. La condition 4, c'est d'accepter de voir l'ancien monde disparaître. Et ça va pas être facile, parce que ça passe par des phases de mort, comme Elisabeth Kubler-Ross l'a déjà dit, des phases du mourir, où quelque part, quand on est attaché à quelque chose, il va y avoir à un moment donné, on va être dans le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation du passage, et après le besoin d'un passeur pour pouvoir passer de l'autre côté. Ensuite, pratiquer de nouvelles valeurs. C'est important que ce projet collectif en question soit basé sur la nature humaine et sur des bases philosophiques, ou les bases qui ont servi à la création de nos traditions du monde, hein, que ce soit hébraïque d'ailleurs, chrétienne ou musulmane, puisque je l'ai décrit dans La Bonne Nouvelle, l'ouvrage La Bonne Nouvelle. À l'origine, tout ça avait le même socle. À l'origine, tout ça a le même socle. C'est très important, ça. Je vous invite à le lire si vous n'êtes pas convaincu de ça, hein. Il y a quand même 900 pages là-dedans qui vont vous le détailler. Donc, pratiquer ces valeurs, c'est vraiment important de le faire sur ce socle philosophique. Ça veut dire qu'on aura besoin, dans une société qui va émerger derrière, d'avoir un contenu philosophique, une part corticale gauche, on va dire, d'un cerveau. Si je fonctionne à cerveau global, une part corticale droit de cercle de sagesse dans lequel on va retrouver des amis de la sagesse qui ont l'habitude de fonctionner comme ça et qui vont être finalement ces leaders dont je parlais tout à l'heure, pas des managers, hein, des leaders, des gens qui sont dans l'humilité de leur vécu au quotidien et qui partagent avec leurs frères et sœurs dans des structures d'éco-villages, par exemple. On va avoir ensuite besoin de faire émerger depuis la surface de chaque endroit de France et d'ailleurs tout ce qui peut être en décalage par rapport au bien-être. Donc ça, c'est le côté limbique droit, où on a le côté relationnel, où on va avoir besoin de faire émerger tout ce qui ne va pas, pour après le corriger, et le corriger d'une façon qui sera juridique, qui sera peut-être militaire, qui aura tous les éléments de la structure décisionnelle d'une société, sachant que c'est cette partie décisionnelle de la société, ce côté finalement limbique gauche, hein, qui va décider. Il va décider, oui, mais sur une base qui est la base de ses amis de la sagesse, qui ne prendront pas de décision, qui n'ont pas à en prendre, puisqu'ils vivent déjà dans cette harmonie au quotidien et ce n'est pas une difficulté pour eux. Donc, pratiquer de nouvelles valeurs, c'est ça qui va se faire dans ces écolieux, par exemple. Ça veut dire l'attention juste, l'action juste, la parole juste, la vue juste, la pensée et la méditation juste. Donc, vous voyez, 6 pratiques justes qui vont être à mettre en place dans un projet de civilisation, un projet de société, dont je parle d'ailleurs dans l'ouvrage Objectif Bien-être. Et puis la dernière condition, c'est de faire émerger des cercles de sagesse, je l'ai dit, pour bâtir ces sophicraties, parce que s'il y a un vide, comme c'est le cas aujourd'hui, un vide anthropologique, hein, puisqu'il existe en France. Hein. J'ai participé, puisque je suis spécialisé en mécanismes sectaires et choses de ce genre, dans un groupe avec des avocats, des sociologues, des ethnologues, des historiens du fait religieux pendant des années. Et on s'aperçoit en France, en tout cas, qu'il y a un vide complet en matière de cercle de sagesse, ce qui fait qu'on se retrouve avec une société schizophrène, partagée en deux, entre d'un côté les bourreaux, de l'autre côté les victimes, et ça ne communique pas. Ça communique pas. Il n'y a pas vraiment, il y a un vide anthropologique, il n'y a pas de recherche, par exemple en France, qui est fait, ou de budget qui sont donnés pour des ethnologues étudiant la nature humaine, par exemple. Il n'y a rien, hein, zéro, pas de budget. Donc, évidemment, il y a un système qui est lacunaire. Et ce système, dans la crise que l'on va traverser, il va falloir le compléter assez vite, en tenant compte d'ailleurs des valeurs ajoutées de ces amis-là, de ces amis avocats, sociologues, ethnologues, etc., parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour qu'ils amènent leur spécificité, leurs compétences, de manière à les mettre de manière concrète dans le tissu social, pour faire qu'on ait une société avec tout ce pluralisme, avec des êtres dont ces 4 conditions, des néophytes, des amoureux de la vie, des amoureux du bien-être, des amoureux de la sagesse, qu'on ait un petit peu tout ça dans la société. Donc voilà l'objectif de ce bien-être durable pour tous, ce bien-être et cet art de vivre sacré, où dans ces écolieux pourront se développer des arts différents, art de la musique, art de la danse, art du chant, mais sacré. Ok. Quand tu as évoqué les différents régimes en disant on voit bien que ça ne fonctionne pas,
la théocratie, la démocratie qui n'a jamais existé, etc. Donc seule la Ça, sophicratie. Mais alors, est-ce que cette sophicratie, elle a été efficiente déjà à une époque chez les Grecs, mais pendant combien de temps? Quels en étaient hum. dire sous quel régime ou quel dirigeant? La seule expérience qui a été vécue en Occident, c'est l'école pythagoricienne, il y a 25 siècles. Seulement, donc, sur la trentaine ou quarantaine d'éco-villages qui ont duré pendant plus de 30 ans, la structure n'a pas réussi à être pérenne. Donc, je sais bien qu'aujourd'hui, on a du mal à en créer un seul éco-village au niveau mondial, mais là, il y en avait beaucoup. Mais la structure n'a pas été pérenne parce qu'il y a quelque chose qui est des erreurs qui ont été faites à ce moment-là, et en particulier avec ceux que j'appelle les acousmatiques, enfin que l'on appelle déjà les acousmatiques depuis ce temps-là, hein, qui sont ces amoureux de la vie à la recherche des valeurs de la vie, parce qu'ils sont à la recherche mentalement. Ils sont à la recherche avec des lois morales, ils sont à la recherche avec quelque chose qui est très plaqué. Or, ils n'ont pas fait encore le saut initiatique. Et il y a eu une erreur qui a été faite, c'est de les intégrer finalement dans les écolieux, les écovillages, et donc ça a fait exploser le système à un moment donné. Ça n'a pas tenu, et le camp d'en face, qui s'appelait les démocrates, d'ailleurs, et on les a toujours aujourd'hui, est venu raser un petit peu toute cette aventure en une journée. Ok, En une journée. donc, en fait, ce que tu évoques et ce dont tu parles, ce sont des personnes qui ont bien intégré le modèle dans leur tête, mais qui ne l'ont pas intégré dans leur corps et qui n'ont pas fait le travail physique qui est nécessaire. Alors, si ça a été fait dans ces écovillages pendant, je te dis, 30 ans, 40 ans, et ça a perduré au moins ce temps-là. Mais l'idée, c'est que ça avait besoin de passer une pérennité supérieure pour pas que ça ait disparu comme ça complètement et qu'aujourd'hui, on n'en a plus aucune trace et qu'on soit obligé de faire, nous, le travail inverse, la marche arrière, de revenir à ce qui a déjà fonctionné, parce qu'il y a des choses qui ont déjà fonctionné, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire de tenir compte des erreurs, évidemment. Oui, mais ça a fonctionné, mais pas au niveau d'une nation entière. Exactement. Et Mais puis, ça a fonctionné sur le sud de l'Italie, c'est-à-dire voilà, la région de Crotone et un peu la Sicile, quoi, cette région-là. oui, Ce ça a qu'on appelle la fonctionné. Magna Graecia, la Grèce ancienne. Oui, mais ça a fonctionné en Italie, dans un pays ou dans une nation ou sous un régime qui, entre guillemets, assurait une protection. Mais même si au niveau d'une nation, des personnes fonctionnaient comme ça, comment pourraient-elles survivre si autour d'elles, les autres nations étaient des nations plus agressives qui auraient… donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne peut Je fonctionner, ne mais te il faut que capte ça plus fonctionne là. au niveau global. Oui, ça ne pouvait pas. Et donc ça, c'est très important aussi à intégrer, c'est que ça doit partir du local. Ça doit partir du local. Par contre, quand on a une notion globale qui est installée, elle a besoin de tenir compte que ce local qui va démarrer en leadership nouveau, qui est là, il ne faut pas qu'il soit perturbé par le système existant autour. Donc les univers ont besoin d'être restés séparés en fait. C'est parce qu'il y a eu une perméabilité entre ces univers que les choses se sont mal passées. Oui, mais j'imagine bien que si tu veux, si ça se passe bien, que ça vient, j'allais dire, du terrain, du local, etc., et que par ailleurs, alentour, les autres nations, les autres États, eux, sont dans des états d'évolution qui sont pas aussi avancés, ils vont vouloir venir rechercher, entre guillemets, la richesse ou la lumière chez ceux chez qui ça fonctionne bien. Et donc là, c'est un rapport de force pour lequel j'imagine que les sophicrates ne sont pas équipés parce que dans ces écolieux idéaux, je pense qu'il n'y a pas de plan de création d'une armée, ne serait-ce que pour se défendre. C'est pour ça que le système que j'évoquais tout à l'heure a besoin de fonctionner avec 4 cadrans dans lesquels la justice, l'armée, etc. ont leur rôle à un moment donné, qui est un rôle très spécifique, qui est de permettre que ces lieux de sagesse soient existants. Ils ont leur fonction, ils ont leur raison d'être, même si ça concerne que 0,2% de 0,21, moi j'en suis à ce chiffre-là, de l'humanité en France, par exemple. Euh, ce qu'il faut, c'est que l'intelligence collective de l'ensemble permette que ce truc-là ne soit pas touché, parce qu'effectivement, ce sont des êtres qui sont
fragile dans ces cas-là, ou si, parce qu'il n'y a pas d'armée, parce qu'il n'y a pas de frontières ou de territoire bien délimités, Ok, et qu'il n'y a pas besoin d'en avoir d'ailleurs. le Mais, sentiment mais, que en même j'ai, temps, mais en même temps, il s'agit aussi de ne pas demander à ce cercle d'amis de la sagesse d'intervenir et d'avoir du pouvoir. Ils n'ont pas à avoir de pouvoir sur les autres. oui, bien sûr, mais compte tenu de l'état actuel de nos sociétés, j'imagine que cette sophiecratie à venir que l'on peut appeler de nos voeux, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Ça dépend. Bon, ok. Alors, une ou deux questions encore. Quelqu'un qui nous dit, et le libre arbitre dans tout ça? Oui, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que tant que l'individu n'a pas touché son architecte, il n'a juste la possibilité que de suivre l'arbitre, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le véritable libre arbitre, comme c'est très bien décrit dans les champs, il faut arriver jusqu'au champ H0, créateur, au niveau d'architecte, parce que celui-là, comme tous les autres. Et il y a un espace pour ce libre arbitre. L'histoire me le montre. Je vous donne très concrètement les choses telles qu'elles se passent. Quand j'amène une personne à aller rejoindre cet espace créateur et qu'elle est par exemple installée dans son métier, dans son activité thérapeutique ou autre en France, et qu'elle pose la question, parce qu'elle a la possibilité de dire, bah, tiens, si je poursuis mon activité, est-ce que c'est OK, etc. Parfois, la réponse peut être non, direct, hein, venant de l'architecte. Parfois, la réponse peut être, ah ben oui, mais ton cahier des charges de ce que tu projettes de faire dans le futur n'est pas assez précis. C'est-à-dire, si tu veux construire une maison, si tu ne me dis pas la taille de la maison, le nombre de pièces, etc., les étages que tu veux, moi, je ne peux pas concevoir avec ça. Et puis, sinon, ça peut être oui. Et quand c'est oui, ce libre arbitre, voilà, hein, il est établi. À ce moment-là, ça demande d'être incarné. À ce moment-là, ça va faire le trajet retour et venir, par ce souffle de l'Esprit Saint, s'incarner jusque dans le corps et jusque dans la terre. Et là, les projets naissent. Et là, les relations entre les personnes arrivent toutes seules. Et il n'y a plus besoin de chercher quoi que ce soit. Tout croise la route. Ça devient presque magique et automatique. Ce Ok, qui est une bonne nouvelle. donc il y a quelqu'un qui demande aussi au sujet de ce que tu as évoqué tout à l'heure, comment développer son immunité, son taux vibratoire, son énergie. Donc, tu as parlé du jeûne, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Je ne vais pas dire des recettes, mais quels sont les différents éléments à prendre en compte dans l'hygiène de vie pour développer son taux vibratoire et son énergie? L'œuvre en question de dépouillement des manteaux est cruciale parce qu'un individu qui est aux prises avec des stress, son immunité, elle est détruite en 1 minute. Hein. Ouais. 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Donc, si la personne est en colère, si la personne est en tristesse, etc., son immunité, bing, elle peut chuter en une fraction de seconde. Donc, et si en plus il y a un environnement électromagnétique qui n'est pas bon, si en plus, etc., ok, ça vient se rajouter. Donc, l'idée, c'est de pouvoir entretenir cette machine respiratoire, hein, du souffle de l'Esprit Saint en nous pour que l'être soit dopé. Mais pour ça, c'est sans carapace. Parce qu'avec carapace, ça ne marche pas. D'accord. Ouais, donc il faut déjà avoir fait le travail de nettoyage. Alors, C'est ça, en fait. L'idée, c'est que cette immunité, elle va, finalement, au fur et à mesure que l'être fait une œuvre sur lui-même, elle va se se mettre développer. en place toute seule. Ok. Et donc, quelqu'un qui nous demande, alors on y a un peu répondu, vous entendez quoi par cette nouvelle société? Est-ce que c'est possible? Donc, on y a un peu répondu. Moi, je suis un peu Oui, sceptique. oui, j'ai des cadres d'échange et de réflexion avec des personnes qui n'ont pas fait de travail sur eux, justement, et qui entendent très bien la réalité de ces 4 cadrans que j'ai évoqués tout à l'heure, leur utilité et le fait qu'il y ait finalement un modèle d'amis de la sagesse, hein, parce qu'encore une fois, personne n'est sage là-dedans, hein, c'est juste tendre vers un modèle de philosophie, quoi, donc basé sur les lois de la nature humaine, que ce soit celui-là qui prenne le pas finalement sur tous ces systèmes tordus qu'on a dehors, voilà, qui, eux, ne tiendront pas la route dans la crise actuelle. Et du coup, ça nous demande une ingéniosité, un côté novateur qui nous demande d'aller bien au-delà de ce qui s'est fait dans les siècles passés. On est là pour faire finalement l'intégrale de toute une adolescence de l'humanité.
d'aller finalement maintenant intégrer toutes ces expériences des différents passés, des différentes régions du monde pour amener sur ce qu'est cette base d'universalité, parce qu'il y en a quand même une, de l'être humain dans sa nature. Puisque j'ai dit qu'on passe tous par 5 chats de l'aiguille et qu'après, la manière avec laquelle on va le faire va peut-être différer, bien sûr, entre une personne et une autre, et dans le temps aussi, parce que l'histoire ne sera pas la même au départ. Ok, et alors ces 5 chats de l'aiguille, je viens à cette question. Tu as eu donc plusieurs, tu as parlé de 2000 personnes. Est-ce que ça, enfin, je m'attends à la réponse, mais je te pose quand même la question. Est-ce que tu n'as eu que des personnes de confession, enfin, occidentale, chrétienne, musulmane ou Non. juive, ou Ah est-ce non, que non, justement ah tu non, as non, non. eu des Indiens, des Hindous, des Maoris, Exactement. Non, oui, j'ai eu des des moines Esquimaux, bouddhistes etc. tibétains, j'ai eu des Amérindiens, j'ai eu des personnes venant d'Afrique, j'ai eu toutes les traditions du livre, j'ai eu des chamans, enfin bon, non, mais non, vraiment, Et le chemin c'est varié. est toujours le même. Ah oui, le chemin est le même. D'accord, Et c'est de ça dont je témoigne dans la bonne nouvelle, puisque la bonne nouvelle, je rappelle, ça fait la synthèse de 11 traditions du monde et de 7 textes sacrés commentés dans le livre 2, puisque c'est en d'accord. 2 livres. Et du coup, cette synthèse-là, qui est une synthèse d'herméneutique, c'est-à-dire la science de rectification des mythes, c'est de regarder, est-ce que par hasard, sous notre tradition religieuse, il n'y avait pas au départ une histoire spirituelle vraie, positive, et ainsi de suite. Ce qui est le cas pour la majorité. Et c'est ça, je vous invite à le découvrir, à le lire par vous-même. D'accord. Ok, ben écoute, Patrick, il est bientôt 22h10. Je ne vois plus de questions. Donc, si vous en avez, ben, saisissez-les rapidement pour que je puisse les transmettre, puisqu'il me semble que ce n'est pas le cas. S'il y en avait une dernière de quelqu'un qui demandait où suivre les stages, c'est quoi la question? Où trouver le programme de stage et d'initiation? Donc là, je vous invite à aller les Oui, voir. C'est pas il y a la mon site vocation. internet, donc Voilà. Donc, c'est vous pouvez me patricklebert.fr. contacter, c'est pas un souci. C'est pas Voilà, l'objet, enfin, moi, c'est pas l'objet de voilà. la Mais conférence d'aujourd'hui. patricklebert.fr, donc, et puis là, vous avez les contacts du contenu, etc. Puis vous rentrez en relation avec Patrick directement. Voilà, la franc-maçonnerie est-elle un point de départ, nous demande Frédéric Engel avant de partir. Un point de départ, c'est-à-dire Ben, il se pose la question de savoir est-ce que la franc-maçonnerie pourrait être une base de construction de cette nouvelle société. non, c'est l'opposé. Moi qui ai été franc-maçon à la Grande Loge de France, j'en suis sorti. La franc-maçonnerie qu'on a, ainsi que les aspects rosicruciens, c'est ce travail d'acousmatique mentale, et c'est limité qu'à ça. Et c'est en fait la suite des écoles pythagoriciennes, quand elles ont chuté, ça s'appelait les néo-pythagoriciens, et ces néo-pythagoriciens ont pris la suite, et ça a créé ces courants qu'on a, franc-maçon, Rose-Croix aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas de rester dans le stade du mental, dans le stade, je disais tout à l'heure, de cette dictature de la pensée rationaliste, etc., le côté Descartes, le cogito ergo sum dont j'ai parlé, c'est pas non plus en allant dans le côté émotionnel associé, et dans le côté comportemental, c'est en sortant de ça. Et Ouais, c'est c'est ça. en C'est-à-dire allant que dans une transcendance. Donc, le, la réponse est clairement non. Il s'agit de ça fait partie des choses qui ont besoin de tomber. ouais, Qui ont besoin de tomber, mais ceci dit, il y aura toujours, et je l'ai dit tout à l'heure, des amoureux de la vie à la recherche des valeurs de la vie qui vont avoir besoin de ça. Comme moi, à un moment donné, j'ai eu besoin de ça. Je suis passé par cette case. Mais en c'est fait, parce que voilà, je suis passé de la maternelle à ces autres classes, quoi. à ces autres classes selon la lecture pythagoricienne. Alors, pythagoricienne, mais en même temps, les traditions du livre, puisqu'en même temps, on prend, nous, la suite aussi des traditions du livre, c'est-à-dire hébraïque, donc chrétienne, musulmane. D'accord. Et donc, il y a Jean-Marie qui nous dit compris, mais c'est David contre Goliath. Mais enfin, Eh ben, qui a gagné? eh ben oui, c'est ça. Euh, qui a C'est gagné. David, hein? Oui, et puis ce que je voulais dire au sujet de la franc-maçonnerie, c'est qu'effectivement, c'est une connaissance qui est apprise, qui est dans la connaissance, la philosophie, etc., que ça passe absolument pas par le corps précisément. C'est ça. Il y a des aspects qui sont vraiment lacunaires. J'ai pu m'en rendre compte directement quand j'ai recréé l'école pythagoricienne, donc c'était en 2012, puisque ces grades les plus élevés de ces
acousmatiques néo-pythagoriciens m'ont invité, les 8 plus hauts gradés mondiaux, à échanger avec eux pendant une journée complète d'un déshabillage, on va dire, sur ce que eux faisaient par rapport à ce que nous faisons. Et Et alors? donc là, la différence, elle est notable, elle est facile à voir. Et est-ce qu'ils l'ont vu? Ah ben, ils l'ont vu avec le prisme de leurs limitations. Quelqu'un qui n'a pas touché, qui n'a pas vécu intérieurement le rapport à cette Trinité divine ne peut qu'en parler de manière symbolique, subjective et ainsi de suite. Théorique, Ça quoi. marche que dans un seul sens. Mhm. Ça ne peut marcher que dans un seul sens. Ok, Donc c'est bon de respecter, après tout, que ça marche dans un seul sens. C'est pas grave. ok, très bien. Bon, ben écoutez, merci à tous. On va s'en rester là. Merci Patrick. Euh, Voilà, quelqu'un qui nous dit, ça fait toujours du bien d'entendre un discours qui nous élève, c'est mieux que la télé. Merci Patrick, merci Rémi, bonne soirée. Voilà, dans la Oui, mais joie de... ça vient compléter en fait les autres que j'avais fait sur la souveraineté, celle sur le féminin sacré et celle que j'avais faite aussi sur l'homéopathie, le lien avec l'électromagnétisme. Ah oui. Il y a vraiment quelque chose. La prolongation, ça serait évidemment d'aborder l'aspect de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de cette bonne nouvelle qui nous arrive dans l'année qui vient, au moment où ils vont commencer à rentrer dans le vif du sujet, là, au niveau de ce Great Reset. Là, la bonne nouvelle, ça sera peut-être le moment de mettre cette couche supplémentaire. Si à l'Observatoire du réel, tu y es prêt. Ok, ok. Eh ben, écoute, merci encore Patrick. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt, les amis. Prenez ce qui résonne, hein. Encore une fois, le reste, c'est pas important.